Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour les États-Unis. James Fisk est né le 1er avril 1835 dans la petite ville de Pownal, dans le Vermont. Mais alors qu'il était encore enfant, sa famille a déménagé 45 miles plus à l'est, à Brattleboro. Son père travaillait comme colporteur et voyageait de ville en ville pour vendre ses marchandises. Parfois, James l'accompagnait. Il préférait voyager avec son père plutôt que d'aller à l'école. Et bien qu'il fût un élève brillant, il montrait peu d'intérêt pour l'éducation. En 1850, il quitta la maison et rejoignit Van Amberg's Mammoth Circus and Menagerie. Il a également travaillé comme serveur dans un hôtel avant de retourner à Brattleboro pour aider son père dans son entreprise. À peu près à la même époque, il épousa une jeune femme nommée Lucy Moore. Elle était originaire de Springfield, dans le Massachusetts, et comme ses deux parents étaient décédés, elle avait été élevée par son oncle. Maintenant qu'il avait une épouse à charge, James était encore plus déterminé à réussir. Il avait toujours montré un grand talent pour la vente, et maintenant qu'il travaillait avec son père, il commença à vendre si bien qu'il dut se procurer son propre cheval et sa propre charrette. Peu de temps après, lui et son père décidèrent de s'associer en partenariat. Le jeune James avait de grandes ambitions, et maintenant qu'il pouvait couvrir une zone plus vaste, leurs ventes augmentèrent considérablement. James proposa qu'ils achètent plus de chevaux et de charrettes et qu'ils commencent à engager des hommes pour travailler pour eux. Son père, cependant, était plus prudent. Il avait toujours travaillé dur et gagné décemment sa vie. Il n'était pas convaincu que d'investir ses économies pour développer l'entreprise était la bonne chose à faire. James avait toujours été un homme déterminé, alors il acheta la part de son père. Il put ainsi acheter plus de charrettes qu'il peignit de couleurs vives. Il veilla aussi à ce qu'elles soient tirées par les meilleurs chevaux. Il planifiait un itinéraire pour chaque employé, et à la fin de chaque semaine, ils devaient tous lui fournir un compte-rendu des marchandises qu'ils avaient vendues. Ils pouvaient alors réapprovisionner avant qu'ils ne repartent faire leur tournée. Au moment où il a fêté son 21e anniversaire, James avait 5 charrettes qui sillonnaient les villes et villages de la région, et les affaires étaient florissantes. Malheureusement, les choses sont devenues plus difficiles pendant la guerre de sécession. Alors James a abandonné son entreprise et a commencé à travailler pour un grand grossiste de Boston nommé Jordan Marsh & Company. Ils l'ont envoyé à Washington où il a organisé la vente de textiles au gouvernement. Mais James a toujours su que travailler pour lui-même était un moyen de gagner de l'argent, alors il a demandé l'aide de son père pour tenter de commencer à faire de la contrebande de coton à travers le blocus de l'Union. Cela avait été mis en place pour empêcher les États confédérés de commercer. C'était une affaire risquée, mais lucrative. Il traitait aussi des obligations confédérées qu'il vendait principalement aux Britanniques, aux Français et aux Néerlandais. James commençait à devenir riche et il était encore un jeune homme. En 1864, il a rencontré un homme d'affaires connu et influent de New York nommé Daniel Drew, qui s'intéressait au développement des chemins de fer, ainsi qu'à des investissements dans les bateaux à vapeur et les marchés boursiers. À cette époque, M. Drew était impliqué dans un conflit avec un autre financier américain nommé Cornelius Vanderbilt pour le contrôle de la Erie Railway Company, qui possédait et exploitait l'Erie Railroad. Celle-ci avait été construite avec des fonds publics levés par l'impôt et sur des terrains donnés par des responsables publics et des promoteurs privés, mais elle avait malheureusement accumulé beaucoup de dettes, principalement en raison d'une mauvaise gestion. M. Vanderbilt investissait massivement dans les chemins de fer et était l'un des hommes les plus riches du pays. Avec l'aide de James Fisk et d'un autre homme nommé Jay Gould, Daniel Drew a tenté de prendre le contrôle de la compagnie ferroviaire Erie. Il a fait cela en émettant de fausses actions de la compagnie ferroviaire Erie. Cela signifiait que les trois hommes diluaient en fait la valeur des actions. M. Vanderbilt a acheté une grande quantité de ses actions. Cependant, son investissement lui a fait perdre 7 millions de dollars. Et il a finalement dû céder le contrôle du chemin de fer aux trois hommes. Les actions de James Fisk, Jay Gould et Daniel Drew étaient en fait illégales, mais M. Gould avait réussi à faire légaliser les actions en soudoyant la législature de l'État de New York. Suite à la menace de poursuites judiciaires, Cornelius Vanderbilt récupéra plus tard la majeure partie de son argent, mais il ne put jamais reprendre le contrôle du chemin de fer. Après la guerre de sécession, James fut sollicité pour devenir le chef du 9e régiment de la Garde nationale de New York. Il s'agissait d'une infanterie de volontaires composée uniquement d'hommes de New York et elle n'était mobilisée qu'en cas de trouble. Bien que James n'ait eu aucune expérience militaire préalable, il reçut le poste prestigieux de colonel du régiment. James se promenait désormais fièrement en uniforme dans la ville et devint un membre très connu de la scène sociale new-yorkaise. En 1867,
Il fut présenté à une dame nommée Hélène Joséphine Mansfield, qui préférait qu'on l'appelle Josie ou Joséphine. Elle était apparemment une actrice sans emploi et semblait être dans une situation financière très précaire. James devint épris de mademoiselle Mansfield et commença à passer autant de temps avec elle qu'il le pouvait. Il lui acheta des vêtements et des bijoux coûteux et finalement une maison élégante au 18 West 24th. Il paya également pour qu'elle ait du personnel et une garde-robe remplie de robes. Cependant, il était toujours marié et en novembre 1868, 9 mois après leur rencontre, le journal, le Springfield Republican, publia un article qui révéla leur relation. James travaillait toujours avec M. Jay Gould, bien que tous deux commençaient à avoir la réputation d'être deux gentlemen dont les affaires étaient quelque peu douteuses. Cela s'est aggravé lorsqu'en août 1869, ils ont tenté de monopoliser le marché de l'or. Avec un petit spéculateur du nom d'Abel Corbin, qui était marié à la sœur cadette du président américain Ulysses S. Grant, ils ont élaboré un plan pour faire monter le prix de l'or. Le gouvernement américain devait relancer l'économie après la guerre de sécession. Il a donc mis en place une politique de vente d'or du trésor à intervalles hebdomadaires, ce qui a aidé à rembourser la dette nationale. Les trois hommes pensaient qu'en raison de la relation de M. Abel Corbin avec le président, ils pourraient obtenir des informations qui les aideraient à manipuler le prix de l'or. Au cours de la première semaine de septembre, le secrétaire au Trésor, un certain George S. Boutwell, a reçu une lettre du président l'informant que la vente d'or serait préjudiciable aux agriculteurs de l'Ouest. Le président avait reçu ce conseil de James Fisk, Jay Gould et Abel Corbin. La vente de l'or du trésor a alors été suspendue et, à mesure que Gould et Fisk achetaient plus d'or, le prix de l'action. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Cependant, lorsque le président Grant a découvert le stratagème, il savait qu'il devait agir et, le 24 septembre, il ordonna la mise en circulation de 4 millions de dollars en or du gouvernement. Cette décision mit immédiatement fin à l'influence de James Fisk et Jay Gould et fit chuter le prix de l'or. Cependant, cela provoqua la panique sur les marchés et la journée fut appelée le Vendredi noir. L'économie américaine en souffrit également, mais une dépression nationale fut évitée. Les trois messieurs responsables de tout cela ont tous vendu leurs avoirs avant que le prix ne chute significativement et, après une enquête, ils n'ont pas été inculpés pour leurs actes. À peu près à la même époque, James fit la connaissance d'un gentleman nommé Edward Stokes qui, avec sa mère, possédait une raffinerie de pétrole à Hunters Point sur Long Island. L'exploitation n'avait pas bien fonctionné au cours des dernières années, mais James pensait qu'il pouvait améliorer sa situation. Il sollicita l'aide de deux autres investisseurs et en plus du soutien financier, il accepta de réduire les frais de transport sur l'Erie Railroad pour le transport du pétrole. Il ne fallut pas longtemps avant que les bénéfices de la raffinerie de pétrole le commencent à s'améliorer considérablement. Le jour du Nouvel An 1870, Mademoiselle Mansfield organisa une réception ouverte à tous à laquelle James invita son nouveau partenaire commercial, M. Edward Stokes. Edward était un homme très séduisant. Il était toujours bien habillé et savait très bien parler.
Il aimait aussi beaucoup être le centre de l'attention, et il semblait que mademoiselle Mansfield était très séduite par lui. Au cours des semaines suivantes, monsieur Edward Stokes se rendit chez mademoiselle Joséphine Mansfield. Il ne semblait pas se soucier du fait qu'elle était la maîtresse du gentleman qui avait sauvé son entreprise, et il semblait que les deux s'appréciaient beaucoup. Peu de temps après, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils étaient en couple. Lorsque James Fisk a appris ce qui se passait entre sa maîtresse et ses associés, il a été très préoccupé. Il avait offert tant de choses à Joséphine au cours des dernières années, et elle l'avait maintenant trahi avec Edward Stokes, un homme dans lequel il avait investi. Il voulait savoir exactement où il en était et s'ils avaient encore un avenir ensemble. La vie de Joséphine avait été difficile avant qu'elle ne rencontre James, mais elle était maintenant amoureuse d'Edward et ne savait pas comment continuer à voir le bel homme tout en réussissant à convaincre James de subvenir à ses besoins. Une série de lettres furent échangées entre eux. James exigeait qu'elle ne voie plus Edward, mais Joséphine répondait qu'elle ne voulait pas faire cela. Finalement, elle décida qu'elle ne voulait être qu'avec Edward et écrivit à James pour mettre fin à leur relation. James n'était pas prêt à abandonner sa maîtresse, alors il décida de confronter Edward Stokes. Il lui dit qu'il ne devait plus rendre visite à mademoiselle Mansfield. Edward répondit qu'il ne le ferait pas, et que c'était à mademoiselle Mansfield de décider lequel des deux messieurs elle préférait voir. Joséphine dit qu'elle pensait qu'ils pouvaient tous être amis. Jacques, cependant, n'était pas aussi conciliant et lui dit qu'on ne peut pas faire rouler deux locomotives sur la même voie en sens contraire en même temps. La prochaine action de Jacques fut de tenter de faire arrêter Édouard et de l'accuser de détournement de fonds de la raffinerie. Il a ensuite obtenu des injonctions pour empêcher Édouard et sa mère d'entrer dans les locaux. Cela devenait un triangle amoureux plutôt acrimonieux. Jacques et Joséphine ont passé les mois suivants à se séparer avant de se remettre ensemble. Elle ne pouvait pas complètement l'abandonner car elle craignait de devoir renoncer aussi à son mode de vie privilégié. Pendant tout ce temps, Joséphine voyait toujours Edward Stokes. Finalement, en admettant qu'il avait peut-être perdu sa maîtresse, Jacques a commencé à passer du temps avec une femme nommée Céline Montalane, une soprano française qui se produisait à New York. Des lettres entre Joséphine et Jacques continuaient d'être échangées. Parfois, elles exprimaient des sentiments d'amour et de réconciliation, mais d'autres étaient bien moins généreuses dans le choix des mots. L'accusation de détournement de fonds portée par Jacques contre Édouard a été rejetée par le tribunal et Edward Stokes a obtenu 10 000 $ de dédommagement, une somme qu'il ne jugeait pas suffisante. Mademoiselle Mansfield a continué à réclamer plus d'argent à Jacques, de l'argent qu'il hésitait à verser car il pensait désormais qu'elle avait choisi Edward Stokes plutôt que lui, mais elle affirmait qu'il détenait une somme de 25 000 $ détenue en fiducie pour elle, une affirmation que Jacques a réfutée. Edward Stokes était toujours en colère à propos du paiement de l'indemnisation après le différend concernant la raffinerie de pétrole, alors il a tenté de faire chanter Jacques pour la somme de 200 000 $. 200 000 $. Il a dit que s'il ne payait pas, il remettrait à la presse les lettres qu'il avait écrites à mademoiselle Mansfield. Il a affirmé que ces lettres prouveraient que Jacques avait participé à des pratiques commerciales illégales. Jacques a refusé de payer. Au lieu de cela, il a engagé un avocat et a de nouveau porté l'affaire devant les tribunaux. Le tribunal a statué en sa faveur. Ils ont alors forcé M. Stokes à céder ses actions pétrolières et à remettre les lettres. Tout cela a laissé Edward Stokes frustré et dans une situation financière très difficile. Il considérait que c'était la faute de M. James Fisk. Dans le but d'obtenir de l'argent de James, Edward a alors tenté de le poursuivre en justice, affirmant qu'il avait droit à des bénéfices provenant de la raffinerie de pétrole. Le matin du samedi 6 janvier, une audience a eu lieu, mais le juge a rejeté sa demande. Quelques heures plus tard, Edward a découvert qu'il y avait une inculpation contre lui pour complot en vue de soutirer de l'argent à M. Fisk. Edward Stokes était maintenant très inquiet. Sa situation financière n'était pas bonne, et il y avait une inculpation contre lui pour complot en vue de soutirer de l'argent. Après s'être assis à une table en essayant de réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite, il apprit que James Fisk était en route pour le Grand Central Hotel. James arriva à 16h15, et comme il le faisait toujours, il demanda à son cocher de le déposer à l'entrée des dames. Il était venu voir une dame nommée Madame Morse. Elle était l'épouse du gentleman qui, apparemment, avait offert à James sa première chance dans les affaires. On informa que Madame Morse et sa fille aînée étaient sorties. Cependant, la petite fille de Madame Morse était présente. Monsieur Fisk commença à monter les escaliers. Alors qu'il montait,
Un homme apparut soudainement et lui tira dessus à 2 reprises. Vexé, il tenta de retourner vers les portes, où il fut aperçu par une foule qui se rassemblait, qui avait été alertée par le bruit des coups de feu. Alors qu'il s'effondrait, certains hommes de la foule le ramassèrent et le portèrent par l'escalier jusqu'à l'étage, où il fut déposé sur un lit. Un médecin fut alors appelé. L'homme qui avait tiré les coups de feu descendit calmement les escaliers et fut appréhendé par le propriétaire de l'hôtel et des membres du personnel. Il fut ensuite remis à la police. L'homme était monsieur Edward Stokes. Des télégrammes furent envoyés en hâte à ses proches et à ses associés d'affaires. Sa femme, Lucy, arriva de Boston alors que les médecins faisaient tout leur possible pour sauver son mari. Leurs efforts cependant furent vains, et dans la matinée du dimanche 7 janvier 1872, James Fisk mourut. Il avait 36 ans. Son corps fut transporté au Grand Opera House, un bâtiment qu'il possédait, et environ 20 000 personnes vinrent lui rendre hommage, tandis que 100 000 autres se rassemblèrent dans les rues lorsque son cercueil passa en direction de la gare. Il fut ensuite emmené pour être enterré au cimetière Prospect Hill à Brattleboro, dans le Vermont. Une semaine plus tard, le New York Herald a publié 39 des lettres que James avait écrites à mademoiselle Mansfield. Aucune, cependant, ne contenait quoi que ce soit qui laisserait penser que James Fisk avait jamais participé à des pratiques commerciales douteuses. Edward Stokes a été jugé à New York. Il a affirmé avoir tiré sur le gentleman en légitime défense. Un pistolet avait été retrouvé sur un canapé à l'hôtel, ce que l'équipe de défense affirmait prouver que M. Fisk était venu à l'hôtel armé. La défense a également affirmé qu'Edward était dans un état d'esprit très fragile à la suite des procédures judiciaires qu'il avait subies contre le défunt. Le procès s'est terminé, mais le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un verdict et un second procès a été ordonné. Lors du second procès, Edward Stokes a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à être pendu. Cependant, en appel, ce verdict a été annulé. Un troisième procès a abouti à la condamnation de l'accusé pour homicide involontaire. Il a ensuite été condamné à 4 ans de prison. Il a été libéré en octobre 1876. Edward Stokes a continué à vivre à New York jusqu'à sa mort le 2 novembre 1902. Après la mort de James Fisk, mademoiselle Mansfield a poursuivi sa veuve pour les 200 000 $ qu'elle affirmait qu'il lui devait. Cependant, elle a perdu au tribunal. Plus tard, elle est allée vivre à Paris avec Ella Wessner, et en octobre 1891, elle a épousé l'avocat américain expatrié Robert Livingston Reed à Londres. Ils ont divorcé 4 ans plus tard et elle est retournée à Paris. Elle faisait parfois l'objet d'articles dans les journaux américains, mais avec le temps, l'intérêt pour Joséphine Mansfield a disparu. Elle est morte le 27 octobre 1931, après s'être effondrée dans un grand magasin parisien. Elle avait 83 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme vous le savez, j'accorde toujours de l'importance à vos commentaires et retours, alors n'hésitez pas à en laisser si vous en avez. Et j'espère vous retrouver tous lors de la prochaine affaire.